Persévérance, secret de tous les triomphes, selon Victor Hugo. Hugo, pour qui le devoir de l'obstacle est de se laisser vaincre. Mon obstacle met du temps et beaucoup d'entêtement à se laisser vaincre. Mais soit, persévérance. Ce qui se trouve sur le chemin devient le chemin, disait Marc Aurèle, l'empereur philosophe. Encore une vidéo. Nouvelle étape de ce voyage jusqu'au bout de l'ennui de ne pas te trouver plus tôt. Lecteur. Quand bien même la maman d'Emma aurait été assez naïve pour croire tout ce que disaient les journaux chinois, le papa d'Emma, qui lisait également, mais pas les mêmes journaux, savait que, la vitrine n'étant pas la boutique, il faudrait se méfier de ce qui se trouvait au fond des gens. Comment l'accueillerait-on, en Europe, après 30 années d'Extrême-Orient, 30 ans de coexistence, pour ne pas dire de vie en connivence avec l'occupant? Quand il avait suffi pendant la Seconde Guerre qu'une femme couche une fois avec le soldat allemand pour que la plupart des gens la traitent comme une traître, une traînée, une salope. Le papa d'Emma avait la lucidité de reconnaître qu'il n'était plus européen. La même lucidité lui avait souvent appris que jamais, si tant est qu'il eût jamais fait ce projet, il ne deviendrait chinois. Diplômé de l'école cynique, qui nie l'idée même de patrie, il n'avait pas quitté l'Europe à 28 ans pour en arriver un jour à se dire cynisé. Comme Diogène qui se vantait de n'avoir droit de citer nulle part, comme Cratès qui disait que sa patrie c'était le mépris de l'opinion des autres, il avait commencé sa vie adulte sur un rejet des principes sur lesquels s'appuyaient les sociétés. Pour se fondre dans l'éthos chinois, pour, en dépit des apparences, paraître chinois par la pensée, par la parole, par la manière de marcher, de rire, de manger, il aurait fallu qu'il repasse au four et renaisse de ses cendres. Or le moule dont il était sorti était brisé, et tout son être disait « fabriqué en France », où il n'avait pourtant pas beaucoup mis les pieds. Sans doute s'était-il rêvé tour à tour grec, espagnol, italien, mais de ces rêves gréco-latins peu de substance avait percolé dans la réalité. Il restait à tout prendre, un peu moins chinois qu'européen, un peu moins apatride que citoyen de nulle part. Le statut métissé d'Emma, moitié européenne, moitié chinoise, statut ambigu, interlope s'il en est aux yeux des Chinois, en devenait transparent par contraste et presque cristallin. Dépouillé de son droit de regard sur le devenir européen, puisqu'il n'était plus de la famille, ne possédant par ailleurs aucun droit de s'interroger sur la nature du système chinois, puisqu'il ne serait jamais du 1,5 milliard, le papa n'était même plus dans son rapport cynique au monde, mais ailleurs désormais, dans l'espace particulier que certains disent enviable, sans pouvoir le prétendre privilégié, de la neutralité. Et pourtant il croyait encore, à tort ou à raison, que son regard d'Européen s'était bridé en Asie. Pire, il croyait que cela ne passerait pas inaperçu. Bref, son infidélité à sa race, à sa culture, sinon à sa patrie, plus difficile à déterminer, se verrait ou se sentirait comme le soleil au milieu d'un lambeau de nuages une fois de retour au pays perdu. Au moins, le couple de voyageurs n'attirerait pas l'attention au volant de leur voiture chinoise. Ils en prendraient livraison à Athènes, la première destination. Les véhicules électriques arrivaient par supercargo au Pirée, premier port chinois d'Europe, avant d'être envoyés par rail aux quatre coins du vieux continent. Tandis que les nouveaux maîtres du marché automobile se montraient discrets, leurs voitures, elles, avaient littéralement envahi le paysage. Sauf à dépasser par la droite ou à accélérer en vue d'un passage clouté, habitude de conduite encore assez fréquente en Chine, à l'époque, le papa d'Emma ne serait pas trahi par la nationalité de son véhicule. Les casseroles qu'on attachait naguère au pare-choc de la voiture des jeunes mariés, partant en voyage de noces, il aurait à les entendre, croyait-il, lorsqu'il sortirait de son véhicule, et que sa supposée signité acquise se manifesterait bruyamment au milieu des gens qu'il devrait fréquenter pour l'éducation de sa chère et tendre fille. Outre l'anticipation de la traversée de l'Europe dans une voiture chinoise, le caractère bien trempé de sa partenaire le rassurait également.
Voilà une fillette qui, sur le chemin de l'adolescence, aurait aisément pu laisser sa physionomie occidentale, orienter sa vie en Chine, et pour ainsi dire se laisser en conscience transporter par le regard étonné des gens dans un corps aussi différent qu'un palanquin en bois précieux se mouvant au milieu de véhicules utilitaires. À 5 ans, Emma avait refusé de porter un t-shirt représentant un ananas anthropomorphisé sirotant un jus d'ananas sous un palmier. Même comme haut de pyjama, dans le noir où l'on dort et enveloppé dans des draps sous lesquels personne ne peut voir, c'était hors de question. La crise d'un soir d'été avait culminé en « ananas cannibale, je ne porterai pas l'image d'un fruit que je n'aime pas », suivi d'un long cri d'une acidité qui corrode encore les oreilles de ses parents chaque fois qu'une saveur ou quelque chose de jaune orangé en ravive, comme pour le prolonger, le souvenir mémorable. Dans sa furieuse résolution, Emma, le visage coloré et comme hérissé par la rage, avait ressemblé un court instant au fruit qu'elle vouait aux gémonies, et caresser ses cheveux blonds eût été aussi périlleux que de saisir un ananas par son aride toupet de feuilles radicales, épineuses et pointues. Avec 10 ans de plus, il était raisonnable d'espérer qu'elle saurait distinguer au fil de ce voyage entre ce qu'elle aimait vraiment et les valeurs qu'il ne valait pas le coup de porter. Peu importe qu'elle préférât le jaune de l'œuf ou le blanc, ou qu'elle ait retourné 2 fois sa veste sur ce sujet entre 4 et 6 ans, son instinct la conduirait dans ses choix. Vrai, elle avait appris à saluer au drapeau chinois dès la maternelle. Vrai, elle avait joué dans sa tête avec le même bric-à-brac patriotique que les centaines de millions de petits Chinois de sa génération. Tout cela ne comptait guère. Jonglant avec ses 2 prénoms, le chinois et le français, elle avait beau n'avoir jamais vu ni a fortiori participé à aucune manifestation, elle prenait toujours des positions nettes, honnêtes et tranchées, n'hésitant jamais, malgré ses airs de jeune, belle et ingénue bergère, à introduire le loup dans la discussion. Quand elle avait décidé de s'opposer à une injustice, quelle que soit la couleur du pays qui la commettait, c'était dans les yeux tantôt d'Enze, la chinoise, tantôt d'Emma, la française, un soulèvement de vitalité digne des plus révolutionnaires barricades. Et puis il y avait les actes de contre-propagande, régulièrement organisés par son papa, parfois sous les auspices de sa maman, quand la décence le permettait, parfois à son insu. Spontanés pour la plupart, ces actes, s'emparer d'un petit drapeau rouge rapporté de l'école par Emma et le secouer devant son visage en feignant la réaction d'un taureau, par exemple, visaient à entailler le vernis de sérieux, auquel les objets promouvant un nationalisme nerveux devaient leur côté poli, lustré et brillant. Eussent-ils tous été grotesques, ils avaient du moins fait barrière au développement d'une attitude moutonnière qui aurait pu mener Emma à bêler avec le reste de l'incommensurable bergerie. Comme l'heure du grand départ approchait, LP et Guérand amenèrent une dernière fois leur fille à ses grands-parents chinois. Loin d'être en âge de radoter, malgré une vie de paysans ouvriers qui les avait prématurément fatigués, ceux-ci tentèrent pourtant plus d'une fois de mesurer devant leur petite fille les doutes qu'ils éprouvaient envers le grand-père et la grand-mère de là-bas. Ils n'avaient jamais vu, ni encore moins parlé à ses parents éloignés par beaucoup de degrés de longitude, et bien qu'ils eussent trop trempé dans la misère des campagnes d'avant le glorieux siècle chinois pour les considérer en parents pauvres, ils éprouvaient de la crainte pour leur petite fille et se demandaient si leurs lointains homologues seraient en mesure de lui offrir toute la protection et la sécurité dont elle aurait besoin. L'alcool de riz qu'il consommait depuis lui seul savait quel âge avait rendu le grand-père chinois d'Emma à moitié sourd. Tout ce qu'on lui disait devait être passé au gueuloir pour être à moitié compris. Guérand cria 2 fois dans sa bonne oreille qu'il serait d'abord en Grèce, puis en Italie, et qu'ainsi, de pays en pays, il ne verrait les grands-parents d'Emma qu'après 3 ou 4 mois. La maman de LP, qui n'était pas sourde, ne comprenait pas davantage. Pourquoi n'allait-il pas en droite ligne au pays de vagues frères, de façon à faire jouer au plus tôt les liens familiaux? Et d'étouffer un sanglot, car elle était de ces personnes, il y en a aussi en Chine, qui ne réfrènent qu'à moitié leurs émotions. Il fallut beaucoup de persuasion de la part de LP pour qu'ils acceptent de penser que, même si tout irait de travers selon leur conception, tout irait néanmoins parfaitement bien. Parfaitement bien, répéta le grand-père, tandis que sa moitié essuyait un autre demi-pleur. Puis le même posa une grosse patte sur la tête de sa petite fille. « Bah, tu n'auras qu'à dire que tu es chinoise » dit-il en esquissant un large sourire.
Après réflexion, pourtant, il corrigea en regardant Guérand, dont il remplit le verre. « Tu n'auras qu'à dire d'où tu viens. » La grand-mère ajouta une demi-larme au liquide transparent pour faire la mesure et signifier qu'elle avait compris l'allusion. Tous les présents pensaient, certains moins sobrement que d'autres, que le père d'Emma avait commis l'énorme erreur d'insister pour que l'enfant, à la naissance, eût un passeport européen. Lorsque la lumière revient dans l'avion, les paupières se relèvent avec les hublots. La côte grecque se profile en buée dans l'ovale à quelques centimètres de l'épaule gauche de Guérand. « Ithac, Ithac !» crie le vieil amoureux de culture hellénique. Emma, réveillée en sursaut, croit entendre « à l'attaque, à l'attaque !» Son français, décidément, est imparfait. Pendant que le nez au hublot, elle observe le paysage d'en bas en quête de signes de combat, elle ne peut pas ne pas entendre l'émotion avec laquelle son père l'invite à faire ses premiers pas en grec. « Yas sokorimu, ftasame, aftine yelada » Guérand danse, assis, les bras en l'air, largement écartés, et claquant des doigts, causant à sa fille un embarras si grand que, toute mal réveillée qu'elle est, elle le somme de se calmer et de lui parler dans une langue qu'elle connaît. Lui faire baisser les bras s'avère plus compliqué que de faire se lever en pleine nuit le passager ronfleur, avachi à sa droite. Elle se rend compte, à regarder ce dernier de biais, qu'elle a repoussé l'inévitable moment, au point que sa vessie est maintenant horriblement pleine. Et surtout, il y a le dérangeant claquement que Guérand ne peut s'arrêter de produire avec ses doigts chaque fois qu'il répète « Yas ou Korim » et Lada. De plusieurs points de la carlingue, des passagers, émus sans doute au même titre que Guérand par l'apparition de la Grèce dans leurs petites fenêtres, font entendre des « Opa » en claquant des doigts, et cette manière de répondre remonte par vagues jusqu'aux oreilles d'Emma. Pour couper court à son embarras croissant, la jeune fille fait mine de se prêter à la danse. Les mains dans les mains de son père pour un sirtaki improvisé, elle dit « Tu répètes tant que tu veux ton charabia, mais à moins d'une explication, papa, j'aimerais autant que ce soit du chinois pour moi. » Ravi par le don de répartie de sa fille, Guérand fournit diligemment une traduction et fait répéter. Ses bras sont enfin retombés. Avec l'index gauche, qui l'instant d'avant s'agitait en l'air entre les deux doigts responsables de l'abominable cliquetis, il trace une à une les lettres de l'alphabet grec sur le gras plexiglas du hublot. Amusée par les sonorités, Emma regarde la Grèce s'inscrire, de l'alpha à l'oméga, dans les lettres rondes et déliées. Dans la paume de sa main gauche, elle trace un phi, dont la forme lui plaît beaucoup, avec le crayon de son index. Après quoi Guérand lui explique que ce qui compte n'est pas qu'à court terme ce que l'on sait d'une langue, le temps d'une plus ou moins prolifique vendange d'expressions et de mots, mais ce qu'il en reste après l'avoir longtemps laissé reposer, comme un vin, dans la cuve de son esprit. Il avait relativement peu de grec, mais les quelques mois d'études passionnées qu'il lui avait consacrés avaient continué à résonner jusqu'à aujourd'hui, si bien qu'il n'avait eu qu'à ouvrir cette amphore recouverte de poussière. Il pointe le doigt d'où est sorti l'alphabet grec vers ses cheveux grisonnants, pour retrouver l'ivresse du début. Leur vie chinoise était montée avec eux dans l'avion. Elle les avait accompagnés pendant la traversée et flottait encore dans l'air, au-dessus d'eux, avec des traces bienfaisantes du parfum de LP, après plus de 10 heures d'évasion à plus de 28 000 pieds. Elle s'arracha d'eux au moment où le train d'atterrissage toucha le sol européen et que l'avion décéléra brutalement, forçant leur corps ceinturés à s'incliner devant la cloison les séparant de la spacieuse première classe. Pendant un moment, qui dura plus que le violent vibrato secouant la carlingue, leur résolution vola en éclats. Ils allaient sortir avec la mission d'être ou de paraître européens, sinon par amour pour une terre où ils avaient peu ou pas vécu, du moins pour éviter d'apparaître comme d'arrogants représentants de l'empire du cerf-volant. Emma craignait surtout d'être vue comme une ridicule petite lord anglaise, embarquée pour la gloriole dans un grand tour de pacotille. Guérand, lui, tenait particulièrement à ne pas se voir jeter sur les épaules le manteau noir du colonisateur, dans le regard bleu fer des autochtones.
Il s'imagina dans la peau d'un humble habitant des faubourgs d'Athènes, regardant l'avion dans lequel il arrivait tourner longtemps comme un vautour au-dessus de la ville, et tenta de se convaincre que c'était une colombe, pas un vautour. Le corps d'Emma se pressant contre lui le rappela à son devoir de père. Colombe ou vautour, il la prit sous son aile. L'impression d'être dans un gros caillou vitreux roulant dans un ravin diminua sans disparaître complètement. Les tremblements de l'avion se déplaçant sur le tarmac continuèrent d'influer sur leur état d'esprit, encore qu'à temps roulés l'un pour l'autre, Guérand et Emma et Guérand, les yeux dans les yeux s'apaisant mutuellement, finirent par se retrouver. L'obscurité ayant longtemps endormi la tentation des distinguos, sortir de l'avion fut l'occasion d'observer en pleine lumière deux espèces de passagers. Il y avait d'abord les agités, debout d'un bond à un signal d'eux seuls connus, avant que l'avion ne s'immobilise, et suscitant les remontrances de l'hôtesse indignée. Puis, il y avait les détendus, au profil de ressortissants, paisiblement assis jusqu'à ce que les premiers se furent encaqués avec armes et bagages dans les deux allées traversant l'avion. À vue d'œil, ceux qui avaient tout soudain trouvé sous leur derrière la fourmilière, d'où les éclaireuses étaient parties de nuit à l'assaut des cuisses de Guérand, constituaient un petit tiers des voyageurs. Sur leur nationalité, l'hôtesse mangea le morceau en choisissant d'instinct de les invectiver dans sa langue maternelle. Elle trépignait. Fluette dans son uniforme bleu pétrole, martelait des imprécations de sa petite voix trop aiguë, rien n'y faisait. Souriant béatement, ses compatriotes, qui lui faisaient honte, entendaient garder leur place dans la queue qu'ils avaient attachée en tête d'avion, tandis que, confortablement assis dans les travées, les détendus appréciaient le spectacle de boulevard improvisé. Toujours content de prendre le comportement des adultes en défaut pour l'instruction d'Emma, Guérand dit à sa fille, qui a profité de la disparition du passager bourru, un agité de première, pour allonger les jambes, « Ne nous pressons pas. La philosophie grecque, vois-tu, invite à chercher une synthèse aux propositions opposées, lesquelles sont d'ordinaire appelées thèse et antithèse. Regarde l'aréopage de passagers autour de nous rassemblés. D'un côté, il y a les affolés, de l'autre, les indolents. Tu vois clairement que les premiers sont l'antithèse des seconds, et inversement. Où est la synthèse? Où nous situer? À bien y regarder, c'est un peu l'histoire du lièvre et de la tortue. Certes, le Chinois honore la tortue pour sa longévité, mais il ne peut s'empêcher de vivre en lièvre, animal à l'espérance de vie limitée. Quant au grec, il croit qu'il en va de son honneur de partir tard, mais à trop mépriser l'adversaire, il passe à côté de la victoire. Je crois donc qu'il en va de notre devoir philosophique de faire ce que recommandait Pythagore quand il disait « Hâte-toi lentement ». Emma prit le précepte à la lettre. Elle s'étira les vertèbres, à plaisir, le dos levé autour de l'accoudoir qui la séparait du siège vide à sa droite. Lorsqu'elle se leva pour suivre son père, l'allée qui menait tout à l'avant n'était pas totalement déserte, mais déjà profondément dégagée. Les lièvres avaient donné tort à La Fontaine, cependant que les tortues étaient encore occupées à réécrire une fable que la fierté nationale leur faisait attribuer à Ésope. L'expression pythagoricienne devait toutefois trotter dans la tête d'Emma, car aussitôt hors de l'avion, elle se mit à chercher la bonne longueur de pas, ni trop court ni trop grand, et le rythme, ni trop rapide ni trop lent, à adopter. Le long serpent vitré qui était venu s'accoler à l'appareil, elle en compta les vertèbres, pendant que Guérand se prenait à siffloter à la recherche d'un air à la fois rassurant et assuré. Comme Emma tardait à s'extraire du ventre du tunnel, il l'enjoignit de ne plus trop s'arrêter et lui rappela l'histoire d'Eurydice et Orphée. Emma se souvenait de l'histoire, elle ne manquait pas de sel. Il ne fut pas nécessaire que Guérand précise quelle était Eurydice et qu'il ne se retournerait pas pour voir si elle le suivait. Ils arrivèrent bientôt devant le carrousel à bagages où Emma démontra avoir retenu la leçon reçue dans l'avion. Montrant du doigt le clan des agités et des détendus, de nouveau réunis en attendant ensemble, quoique pas avec la même impatience, le vomissement de leurs bagages sur le tapis en 8 autour duquel ils s'étaient répartis, elle déclare à son père satisfait « Tu vois, le carrousel apporte et comme renferme la synthèse à ta question. Rien ne sert de courir, il faut partir à point.
Et comme la citation fut interrompue par l'apparition de leur bagage, le père et la fille la parachevèrent en chœur. Le lièvre et la tortue en sont un témoignage. Le chariot aux roues chouinant sous le poids d'Emma, monté sur 2 valises, Guérand le manœuvre avec circonspection. Il connaît l'angoisse du détroit, menant dans le hall des arrivées, angoisse qui vous saisit et survit même à la certitude que quelqu'un est là, prêt à vous accueillir de l'autre côté. Emma l'aperçoit-elle plus encore, cette angoisse, perchée sur ses valises comme un matelot en vigie? « Personne ne nous attend, papa », annonce-t-elle, loin avant le cap, passé lequel se trouve le demi-cercle de barrière, contre quoi se masse d'ordinaire une foule de gens. Le coin-coin du chariot, se plaignant des angles du parcours, donne à l'annonce quelque chose de si ridiculement pathétique que Guérand choisit de déployer sans attendre son plus bel argument rhétorique. « Tête haute, Emma, c'est toute la Grèce qui nous attend », profère-t-il en naviguant le vaisseau de fil de fer aussi droit que possible, afin de prévenir de nouveaux couinements. Emma est peut-être effrayée par la perspective d'aller au-devant de toute la Grèce. Elle saute à bas de son promontoire et se met à la barre avec son père. Lorsqu'ils arrivent devant cet infime échantillon de la Grèce qui les attend sans les attendre, 30, 40 personnes tout au plus, c'est un tout petit aéroport international comparé à celui d'où ils sont partis. Guérand a pris soin de baisser le pavillon de provenance et de déployer à la place un ondoyant sourire, cependant qu'Emma, malgré des vêtements gais et ses efforts pour maintenir la tête haute, bat les couleurs pâles de la détresse. Le capitaine sait d'où vient le vent. Il passe le bras autour de son tremblant second, dont c'est le baptême de l'aventure. Manœuvrant ensemble leurs transparents rafiots, ils fendent la foule, qui s'ouvre et se reforme derrière eux comme un banc de poissons. Rien ne ressemble plus à un hall d'arrivée d'aéroport qu'un autre hall d'arrivée d'aéroport, dimension mise à part. Pourtant, cette atmosphère, sous l'arche de béton, si différente. On se croirait dans une église, s'écrie Guérand. Les gens ne se pressent pas de sortir, ils chantent, c'est une homélie. Guérand, on l'entend, idéalise l'activité des gens réunis en ce lieu de passage, même s'il n'est pas faux de dire que les grands bâtiments, en Occident comme en Orient, ressemblent de plus en plus à des cathédrales profanes. Emma balaie la nef du regard sans perdre une miette du langage. Elle finit par commenter, rêveuse, « C'est quelque chose à part, la langue d'Ulysse ». À quoi Guérand répond que la langue d'Ulysse a déployé beaucoup de ruses pour atterrir saine et sauve après une longue errance dans ce hall d'aérogare. Le grec qu'Emma entend, sans le comprendre, joint au calme enjoué de ceux qui lui semblent ne s'attarder à le pratiquer que pour elle dans ce théâtre sonore. Ce sont ceux-là même qui l'attendaient sans l'attendre, la réconfortent et la charment. Pour un peu, elle applaudirait si son père n'avait pas évoqué la possibilité que ces plaisants paroissiens fussent dans une église à communier. L'approche de l'extérieur, pourtant, l'extérieur dont elle ne sait trop qu'attendre, la rappelle à l'incertitude et lui donnerait presque l'envie de se signer, dans l'espoir que quelque chose de la sérénité enveloppant le lieu qu'elle est en train de quitter descende sur elle. Trop tard pour une prière aux dieux les plus propices. Voilà déjà le moment de se séparer du chariot, qui est comme d'abandonner son bouclier et de passer en première ligne pour un inexpérimenté soldat. Un voyage de 1000 lis commence par un petit pas, dit Guérand, en manière d'encouragement à ne pas trop penser au prochain pas en avant. Emma hésite. « Après toi, papa, » dit-elle en s'accrochant à son bras. Moins sans doute par oubli de la valeur du lit chinois que pour atermoyer. La tendance qui consiste à vouloir gagner du temps ne reconnaît pas les frontières. Elle demande en traînant des pieds et de la voix « Va-t-on devoir dormir dans 1000 lits avant de pouvoir rentrer au pays ?» Même Ulysse, qui détient pourtant une espèce de record en la matière, n'a mis que 10 ans à accomplir son retour, assure Guérand, ce qui ne serait pas rassurant s'il oubliait d'ajouter que leur voyage à eux se compterait en 10 fois moins de lits, avec ou sans thé. La porte d'entrée de l'aéroport international, Cephelis Venizelos, n'a pas la majestueuse démesure d'un propylée antique, mais elle en impose de manière symbolique à Emma. Tirant chacun une valise à roulettes, qui leur procure une espèce de renfort latéral, le père et la fille la franchissent main dans la main.